Alors, les choix que tu fais à ce moment-là avec d'autres, ça suppose un tout autre regard sur l'Union soviétique et le camp de l'Est. Oui, bah, finalement, là, pour le coup, autant le point de départ de nos désaccords, c'était des questions d'actualité, Mitterrand, le Vietnam, euh, la sexualité, Jeannette Vermersch, etc. Mais euh, après, il a fallu quand même se donner une compréhension historique. Et là, c'est un peu la différence entre ce qui a été notre courant et ça c'est important, ce qui a été notre courant et ce qu'ont été les courants maoïstes à l'époque, c'est que eux avaient finalement un certain dédain de l'histoire. Et l'histoire, justement, en raison de ce que je disais sur la mode du structuralisme, apparaissait comme une discipline universitaire, ou en tout cas un centre d'intérêt mineur. Ben, c'est pas la science, l'histoire. Donc, bon, on est dans l'interprétation permanente et dans l'approximatif. Et curieusement, et pour des raisons évidemment logiques, le courant issu du trotskisme, lui, était né de et par l'histoire. Donc, c'est pas par hasard que Krivine était étudiant en histoire, et que Brouet, qui était dans une autre famille trotskiste, etc. Donc, il y avait une culture historique qui était portée par un courant. Et, euh, et là, ça nous permettait, une fois qu'on émettait un certain nombre de critiques sur la bureaucratie, les conditions du départ de Khrouchtchev, qu'est-ce qui se passe, le type de solidarité conditionnelle ou limitée avec le Vietnam. Pour nous, à Toulouse, en plus, ça a réveillé des échos, un réexamen de la guerre d'Espagne qui était important, etc. Bon, à partir de ce moment-là, il fallait se ressourcer dans l'histoire pour essayer de comprendre comment on en était arrivé là. Et là, pour le coup, autant on ne venait pas, enfin en ce qui me concerne, puis c'était la majorité des copains de la JCR, autant on ne venait pas du trotskisme, mais on a trouvé, notamment dans la Révolution de Trahi de Trotsky ou dans les textes de Brouet, il y avait peu de choses à l'époque. Il y avait le gros bouquin de Brouet sur l'histoire du parti bolchevique. Bon, ça a été un peu notre nourriture de base pour dire, bon, mais alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en Union soviétique ouais. Qu'on arrive là, quand tu as adhéré, enfin quand tu t'es engagé, ça représentait quoi l'Union soviétique? Alors, ce qu'on voit dans le film Rouge Baiser, moi je dis, j'étais, bon, je crois que là-dessus, je partageais, j'étais gamin, hein, mais enfin, bon voilà, il y avait regard au bistrot, truc, etc. Alors, l'Union soviétique, c'était le Spoutnik et les médailles olympiques. C'était Zatopek, Koutz, le record du monde de Brumel au saut en hauteur, plus le Spoutnik et Gagarine. Alors, les premières campagnes, on a fait pour envoyer au Festival d'Helsinki le porte-à-porte pour les bons kilométriques, etc. Donc, c'était l'idée... c'était l'image, effectivement, d'une société égalitaire qui avait développé de façon impétueuse la culture, la technique, qui était capable de rivaliser. C'était quand même à l'époque où enfin, on pouvait croire au discours de Khrouchtchev, hein, rattraper et dépasser le capitalisme d'ici la fin du siècle. Donc, bon, la première approche, ça a été ça. Plus, alors après, on a biberonné, enfin là, je parle à la JC, du coup, assez jeune, la littérature soviétique, Ostrogorsky, et l'acier fut trempé, le chemin des tourments, les trucs, bon. Voilà. Bon, donc c'est ça. Donc après, c'est une découverte petit à petit, mais qui n'est pas venue. Alors il y a eu les controverses publiques qui ont été ouvertes. C'est pour ça que les étudiants communistes ont joué un rôle important, parce que Clarté, d'abord, ça a été une organisation pluraliste dans le conflit, et puis on a appelé ça les Italiens, pas par hasard, c'était l'influence du PC italien, mais je me souviens de numéros de Clarté discutant des textes de Sartre sur le fantôme de Staline, etc. Donc le réexamen historique est venu petit à petit à ce moment-là, et là,
disons qu'un texte fondateur, c'est la révolution de Traïd de Trotsky, qui est, qui donnait une clé, qui ne revenait pas sur la révolution russe, qui au contraire valorisait ce qu'avaient été les premières années, même dans la pénurie et la guerre civile, d'expérimentation, les bouquins de Cope, qui sont venus après, mais changer la ville, changer la vie, etc. Donc on redécouvrait le futurisme. Mais après, c'est l'idée du thermidor. Donc il y a une contre-révolution lente, bureaucratique, qui est les procès de Moscou, la liquidation, puis la liquidation des embryons de pensée écologique avec Vernadsky, le thermidor au foyer avec la renormalisation familiale et des mœurs au début des années 30, l'élaboration d'une orthodoxie philosophique, enfin tout se tient après, de ce point de vue-là. Donc il y a un débat interminable sur la datation, mais si on dit justement une contre-révolution bureaucratique, il y a une formule de Joseph de Maistre, je m'excuse de la référence à propos de Thermidor, il dit mais une contre-révolution, c'est pas une révolution en sens contraire, c'est le contraire d'une révolution. Donc c'est pas chercher une symétrie entre l'insurrection d'octobre et mais il y a en gros un processus thermidorien de cristallisation d'une couche bureaucratique. Et après, mais là on anticipe par la suite, permettait d'avoir une lecture de ce qui se passait dans le nous et eux, quand en Allemagne de l'Est, les gens disent « nous sommes le peuple », alors qui c'est les autres, ou en Pologne en 80. Mais est-ce que ça aurait pu être autrement? Si on revient au départ. En Union soviétique? Oui, au départ de la révolution. Les promesses de Dieu sont incertaines, mais il faut y croire. Bon, il faut croire que oui. En tout cas, c'est difficile, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a des tendances lourdes, évidemment, qui ont pesé. Alors après coup, on peut dire des pays qui partent d'un niveau culturel, des destructions de la guerre, donc d'une économie de pénurie. Finalement, c'est la position d'ailleurs menchevique, c'est un communisme de la pénurie ne pourrait être, en reprenant une formule de Marx dans les manuscrits de 1944, qu'un communisme grossier et qu'un égalitarisme de la pénurie. Et dans ce cas-là, on trouve ça aussi dans la Révolution trahie. Dans ce cas-là, dès qu'il y a des queues devant les magasins, etc., il faut des flics pour les organiser. Et on est dans une logique, non pas de dépérissement de l'État, mais au contraire de renforcement de l'État. Donc, bon. Alors, on peut dire, à partir du moment où, finalement, ce qui était l'hypothèse stratégique des principaux dirigeants de la Révolution russe, qui n'avaient jamais conçu un développement vers le socialisme d'une Russie ou d'une Union soviétique isolée, mais qui l'avaient conçu comme un début de révolution au moins continentale. Bon, on peut reprendre tous les textes de Lénine, on a tenu 100 jours, mais finalement, la révolution russe est viable si elle peut bénéficier du développement technique et industriel de l'Allemagne, en gros. Et ça, c'était... à l'époque, il faut quand même penser que ces gens-là sont quasi contemporains de Marx. Les fameux textes, les lettres de Marx à ses correspondants russes, à Vera Zasulich, au début des années 1880, quand même que moins de 30 ans par rapport à la révolution russe, c'est l'hypothèse d'un développement non capitaliste de la Russie, à condition que, dans le développement inégal, la Russie bénéficie aussi des avancées techniques de ce qu'est l'Europe occidentale à l'époque. Bon, ça, c'est resté plus ou moins l'hypothèse stratégique, d'où la révolution russe, ça commence paradoxalement, mais ça c'est les Russes de l'histoire, elle commence jamais où on l'attend, et les gens ils jouent pas le rôle qu'on attend d'eux. Donc ça commence là, ils n'ont pas choisi, c'est la guerre, la sortie de la guerre a fait que, et les scénarios là, à contrario, il aurait fallu être plus prudent, ne pas forcer le cours de l'histoire, puisque mais Moshe Levin lui dit très bien, quand on regarde ce qu'était la situation en 17, finalement, c'était pas où la démocratie parlementaire tranquille à l'anglaise entre gens bien élevés, mais c'était où la contre-révolution ou la révolution. Bon, après les journées de juillet, etc. Bon, donc,
Mais l'idée, c'était, on peut tenir s'il y a un relais de la révolution, notamment en Allemagne. Bon. Et la crise révolutionnaire en Europe, elle a eu lieu. Elle a quand même eu lieu. Si on regarde les conseils ouvriers en Italie en 1918-1920, les conseils ouvriers de Bavière, la révolution hongroise. Bon, donc cette opportunité a existé, en gros, dans la séquence 1918-23, quoi, jusqu'à l'échec de l'insurrection de Hambourg et la fin de la vague révolutionnaire en Allemagne. Alors, d'où une des clés, finalement, elle n'est pas en Union soviétique. Elle est dans l'examen critique de la révolution allemande elle-même, de ce qu'ont été ses possibles à tel et tel moment, etc. Bon. Mais si on fait jouer tous ces paramètres-là, moi je ne me résigne pas à une fatalité de l'histoire. Alors, l'intérêt, on pourrait dire, il y a une sorte de logique, mais là justement on tombe dans le déterminisme économique que souvent on reproche aux marxistes en disant mais vu ce qu'était la Russie, vu, ça ne pouvait finir que comme ça. Bon, et si on dit ça, la conclusion qui risque d'arriver, c'est que dans ce cas-là, il valait mieux pas faire, parce que cette image qui a été donnée du communisme en compromet durablement l'idée aujourd'hui et pour l'avenir. Bon, dans ce cas-là, les mencheviks avaient raison, il ne fallait pas faire. Bon, c'est la conclusion logique, inévitable. Moi, je ne m'y résigne pas, je crois qu'elle n'est pas juste, mais ça suppose de s'appuyer sur le fait que dans les grandes bifurcations, et il y en a eu plusieurs, de cette séquence historique, notamment de l'entre-deux-guerres, il y a chaque fois eu d'autres propositions, d'autres alternatives. Il y a eu des lignes différentes sur l'insurrection allemande entre 21 et 23. Il y a eu des orientations différentes sur la révolution chinoise de 1927 et la subordination ou pas au Kuomintang, la fameuse matière du roman de Malraux sur la condition humaine. Il y a eu des orientations différentes et opposées sur comment faire front ou faire face à la montée du nazisme en Allemagne. Et sur la fameuse ligne de la troisième période où l'ennemi principal c'est les social-démocraties, etc. Il y a eu des orientations différentes sur la guerre civile espagnole, mais évidemment, le cercle se referme parce que chaque occasion perdue, la situation empire. Et je crois que c'est ce qui amène, y compris chez Trotsky d'ailleurs, des textes qui finissent par être sectaires, mais par désespoir. Les polémiques qu'il mène contre ses propres camarades dans la guerre d'Espagne, il y a des condamnations très outrancières de Andrés Nin, du Poum, etc., qui, je crois, sont une conséquence d'une certaine lucidité. C'est la dernière des occasions perdues et derrière, il y a la guerre. Et ça, on peut reprendre tous les textes des années 30. Pour moi, les textes de Trotsky les plus intéressants, presque, ce pas les plus connus, c'est les textes sur l'Allemagne en 32-33. Parce que là, il y a presque semaine par semaine, mois par mois, ce qui était possible et ce qu'il ne fallait pas faire. Alors après, pourquoi on perd pourquoi on le fait et pourquoi on le fait pas. Mais comment se fait-il que ce soit le pire qui gagne, quoi, en Union soviétique, après la mort de Lénine et le plus éloigné de Lénine. À partir du moment où il n'y a pas de relais de la révolution européenne, là, les tendances lourdes sont très lourdes quand même en interne. Bon, il y a les destructions de la guerre civile. Terrible. Il y a une culture de la guerre civile. Je crois que le nom ne me revient pas, mais le gars qui a écrit Le Tchéquiste. Bon, c'est qu'à travers la guerre civile, s'est créée une culture de brutalité. Alors là, je m'excuse de citer Trotsky, mais sur cette séquence-là, c'est quand même important. Dans son Staline, il y a tout un chapitre sur ce qu'il appelle le groupe de Tsaritsine, c'est-à-dire le groupe qui s'est formé autour de Voroshilov pendant la guerre sur le front géorgien et la guerre civile, pour le coup, qui est une culture militaire, bureaucratique et militaire, et qui est un des groupes qui a été le support de l'affirmation du pouvoir de Staline, qui est pas, si on le réduit à un phénomène individuel, là, bon, on met l'histoire par-dessus tête. Il y a le facteur personnel qui joue, mais il y a surtout l'émergence d'une couche bureaucratique. C'est pour ça l'analogie, aucune analogie en histoire tient jusqu'au bout, mais avec Thermidor, il y a une sorte de noblesse d'empire avec Bonaparte. Il y aurait des analogies, si on relit Chateaubriand, qui tiennent la mer. Et là, il y a une sorte de promotion d'appareil, dont la plus fameuse d'ailleurs, c'est à la mort de Lénine, la fameuse promotion Lénine,
qui est une promotion de cadres, mais de cadres nés de la guerre civile, au détriment... et ça, c'est un des problèmes dans les révolutions en général. Là, ce sera un sujet plus philosophique, c'est que ceux qui gagnent les révolutions, en général, ne sont pas ceux qui construisent l'après, sauf peut-être à Cuba, pour une partie. Mais là, on a toute une promotion avec des débats importants sur le recyclage. Il faut des experts. Recyclage d'une partie de l'armée, de l'appareil administratif, etc. Bon, il n'y a pas les ressources humaines pour. Et Lénine se bat pour dire il faut des contremaîtres, il faut... et si on regarde, y compris sous la Révolution française, 90% du pouvoir, de l'appareil administratif reste le même. On voit la guillotine fonctionner, on dit c'est atroce, il y a des centaines de types qui passent... Enfin, 90% de l'appareil reste là, même dans une révolution. Bon, donc, il y a une jonction entre un héritage d'un appareil d'État antérieur... Tsariste, tu veux dire. Hein? Tsariste. C'est ce qui s'est passé, plus la promotion d'une génération post-révolutionnaire et qui, en plus, alors là, se cristallise avec la NEP, avec les parvenus du nouveau régime, qui vont être la base sociale d'une autonomisation de la bureaucratie avec, en même temps, un dépérissement de la vie soviétique. Ça, c'est encore une autre question que Marc Ferro aborde, etc. Est-ce que cette auto-activité dont on rêve des travailleurs peut se maintenir en dehors de périodes de grande effervescence, quand il y a la fatigue, quand il faut gérer la vie quotidienne, quand il y a la lassitude de la pénurie, etc. Donc, tout ça est propice quand même à l'autonomisation d'un corps. Et le corps, alors, il a explosé un peu après. On peut dire que une première bifurcation, parce que finalement, si on dit c'est un processus thermidorien, on peut dire la mort de Lénine, le 5e congrès de l'Internationale communiste en 1925, et un premier tournant. Au nom de la bolchevisation, il y a une mise au pas. Alors, moi, là, j'en parle d'autant plus librement que pour nous, enfin pour nous à l'époque, dans l'époque qu'on évoquait, jeunesse communiste, etc., il y a un mythe bolchevique. On dit, c'est le parti de fer contre les appareils parlementaires, tous ces parvenus électoralistes, etc. Donc, c'est un parti de combat. Bon, quand j'ai eu l'occasion, une chance dans ma vie, d'en discuter avec Charles Tillon, qui disait c'est beaucoup plus contradictoire. Et d'ailleurs, on a fait un petit bouquin sous un pseudonyme à l'époque chez Maspero sur la bolchevisation du Parti communiste français. C'est à la fois effectivement rompre avec toute une culture en partie de corruption parlementaire, le rôle des avocats, des journalistes, etc. Donc enraciner un parti de classe et de combat, mais en même temps, ça a été un processus qui a favorisé la constitution d'un appareil et d'un contrôle au détriment de la vitalité du débat politique. Tillon disait, finalement, l'atomisation des cellules en cellules d'entreprise, ça paraît conforme, c'est un parti bien ouvrier qui est sur les lieux de travail, etc. Mais il dit, ça a tué un débat politique qu'il y avait dans les vieilles sections territoriales où on était plus nombreux, où pouvaient se brasser des enseignants, des ouvriers, etc. Et donc ça a favorisé un certain contrôle d'appareil. Lui revenait de manière critique sur cette période-là des années 20. En Union soviétique ou en France, en France. Sur la bolchevisation en France. Et en Union soviétique, évidemment, on pourrait relever les indices, mais le discours de Zinoviev au 5e congrès, là où il forge d'ailleurs la formule léninisme, qui évidemment n'existe pas sous Lénine, mais il construit le mythe du léninisme avec toutes les formules, la discipline de fer, etc. Alors que le parti bolchevique sous la Révolution était un gigantesque bordel, il ne faut pas raconter l'histoire, un foutoir absolu. Puis dans les conditions matérielles, évidemment, on ne peut pas imaginer que ce soit autrement. Les communications, comment, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone mobile, c'est forcément le bordel. Alors après se construit un mythe, le parti de fer, les hommes d'acier, mais l'homme d'acier c'est Staline, voilà, donc ça c'est une première séquence. Et après, deuxième séquence, ça c'est les travaux de Moshe Levin maintenant sur les archives là-dessus, c'est l'explosion de l'appareil bureaucratique et administratif en termes numériques, y compris entre 27 et 33, quoi, où on passe, il dit de 3 à 14 millions ce qu'on peut appeler une bureaucratie, c'est pas forcément péjoratif, il y a des petits administrateurs dedans, etc., mais qui est une cristallisation, effectivement, d'un corps politique avec le rétablissement de hiérarchie salariale, de hiérarchie militaire, etc., etc. Donc il y a le phénomène noblesse d'empire, oui. Alors, Boukharine aurait pu gagner, Trotsky aurait pu gagner, mais si Trotsky avait gagné, par exemple, ça aurait changé beaucoup de choses, parce que c'était pas un tendre non plus.
C'est un autre éventail de possibles, il aurait pu être battu aussi. Mais chaque fois, moi je pense l'histoire en termes de bifurcation. Bon, alors, si on prend une branche, ça ouvre un certain éventail de possibles. Si on prend une autre branche, c'est un autre éventail qui s'ouvre. Bon, Trotsky aurait gagné. Il y a ce qui est sous-entendu dans vos questions, d'une certaine manière, pourrait être accrédité par Trotsky lui-même. Si on lit sa biographie par Deutscher, il y a un étrange défaitisme de Trotsky en 24-26. Bon, alors il y a toujours des affaires médicales. Il n'est pas là quand il faut. Au moment des obsèques de Lénine, il soigne, je ne sais pas quoi, en Crimée. Bon, donc il n'est pas sur la photo. C'est à l'air secondaire, mais c'est pas de chance. Mais bon, tout ça joue. Mais il y a les séances du comité central à ce moment-là, où il lit Céline sous la table, qui est une manière de marquer une indifférence et une résignation à la fois. Donc, il y a des années bizarres, en gros, de l'héritier illégitime. Il ne faut pas oublier que Trotsky, quand même, dans le parti, est suspect. Suspect parce que c'est pas la vieille garde léniniste. Il a été dissident, c'est l'interrayon, ils ont refusionné qu'en 17, etc. Lui, Lunacharsky. Donc, il y a déjà l'idée de ne pas être totalement légitime. Donc sûrement une forme d'inhibition, on est un peu dans la psychologie. Mais je crois qu'il y a tout ça qui joue. Et puis, mais bon, au-delà de la psychologie, si on veut quand même rester dans la politique, c'est aussi la difficulté à comprendre ce qui se passe. Parce qu'après coup, on dit, mais enfin, c'est la première révolution de ce type-là. Qu'est-ce qu'un phénomène bureaucratique à l'époque? Pendant toute une période, l'obsession commune et partagée. Ces types-là ne sont pas des enfants de cœur. Je ne dis pas que Trotsky, mais les Zinoviev, les Kamenev, Preobrajenski, c'est quand même, si on comparait à nos partis actuels, et pour des raisons y compris historiques et culturelles, si on lit tous les textes finalement des dirigeants bolcheviques, du parti bolchevique de l'époque, et culturellement et politiquement, ça vole à... on a des nabots aujourd'hui. Les débats, on peut relire Boukharine sur l'économie politique du rentier pour éclairer la crise actuelle, ou Preobrajenski sur la... Il y a peu d'équivalents. Et c'est pas que Lénine, que Trotsky, que... Bon, ils ont un problème, c'est que c'est la première révolution de ce type-là. Elle est isolée. C'est pas ce qu'ils souhaitaient, mais ils se trouvent dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une situation inédite, totalement imprévue. Voilà. Et l'obsession, pendant un certain temps, ce qu'ils n'ont pas vu venir, à mon avis, c'était l'obsession de la contre-révolution extérieure. C'est-à-dire, bon, et c'est pas non plus... une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit. Bon, il y a eu la guerre civile, il y a les pressions économiques, il y a l'isolement international, il faut desserrer les taux, il faut gagner du temps, etc. Il y a ce qui représentait comme... Mais le danger, c'est la contre-révolution, la vraie, disons. Mais du coup, le danger d'être défait de l'intérieur par une forme rampante, inédite, de révolution bureaucratique qui exprime un phénomène qui n'est pas propre, par ailleurs, à une société soviétique. Qui est des formes bureaucratiques, elles sont généralisées dans les sociétés modernes. Mais on commence à les penser à l'époque, avec la sociologie de Max Weber. Mais qu'est-ce que c'est que la bureaucratie dans l'État moderne? Bon, aujourd'hui, on a une littérature abondante là-dessus. Mais à l'époque, il n'y a pas. Donc, l'idée, c'est que, puisque le danger principal, c'est la contre-révolution, ils n'ont pas réussi avec le général Weygand, avec les Blancs, etc., mais ça peut revenir, finalement, la formule qui est devenue après rituelle, qu'on nous a servi à nous, mais non, il ne faut pas trop critiquer, parce que c'est hurler avec les loups, parce que truc, etc., elle jouait à l'époque dans l'opposition de gauche. Et même certaines idées... faut pas oublier que Trotsky, moi je mythifie pas, il était beaucoup plus que Lénine pour la militarisation des syndicats. Lénine, Trotsky aussi a cette culture de guerre, en disant, bon, mais finalement, il y a une certaine idée de l'autorité de la direction. Et il a fait massacrer les marins de Kronstadt sans trop d'état d'âme. Sans trop d'état d'âme. Par la suite, oui. Il y a des textes partiellement autocritiques, disant en fait c'était un symptôme déjà, mais qu'on n'a pas compris à l'époque, qu'on a compris justement, il pouvait y avoir un côté dans une situation de pénurie,
on ne sait pas, il pouvait y avoir un côté contre-révolutionnaire, mais c'était en même temps une alerte sur ce qui commençait à dysfonctionner en 21, en pleine fin de la guerre civile. Donc il y a ce double aspect sur Kronstadt, mais surtout, je crois qu'il y a une vision pendant tout un temps, justement, vu que les masses sont fatiguées, pour gagner du temps, il faut remplacer ça par un surcroît d'énergie, de volontarisme, d'autorité, de discipline, de la production, du travail, etc. Alors que Lénine est plus prudent que Trotsky là-dessus. Dans le débat sur les syndicats en 22, il dit non, que les syndicats soient indépendants de l'État, c'est ce qui nous permet quand même d'écouter. Alors, c'est pas forcément une idée très forte de l'autonomie des syndicats, mais c'est plutôt un révélateur, un palpeur de la réalité du pays. Et il se bat sur l'autre front contre l'opposition ouvrière qui, elle, veut tout ramener finalement à une espèce de démocratie corporative des usines. Bon, enfin, ça serait notre débat. Mais donc, il y a ça chez Trotsky, et cette idée-là, il va la traîner jusqu'en 27, l'opposition de gauche unie de 27, et si on regarde la plateforme, il n'y a pas de critique du parti unique à l'époque. Il y a l'idée qu'il faut revivifier les soviets, etc. Ça oui, d'une démocratie à la base, mais il n'y a pas l'idée du pluralisme comme idée de principe, très, très, très fortement. Ça va venir après, justement, dans la Révolution trahie. Là, il y a l'idée, mais qui est nouvelle. Alors, ça nous amène assez loin. Quelle est l'idée qui se découvre petit à petit dans le cours de ça ? C'est que finalement, il ne suffit pas de faire la révolution, d'exproprier les propriétaires, les grands propriétaires fonciers ou la grande industrie, etc., pour que le prolétariat devienne une classe harmonieuse, unie, etc. Dit non. Comme dirait l'autre, les contradictions au sein du peuple perdurent après. Là, les contradictions au sein du prolétariat aussi. Bon, il y a des intérêts contradictoires, il y a des fractions, des bouts de classe, etc. Ce n'est pas une classe homogène. Et je crois qu'en fait, au début de la Révolution russe, presque tous y véhiculaient une idée qui est aussi celle de la Révolution française. La Révolution française, c'est, bon, on se débarrasse des aristocrates, on coupe la tête au roi et le peuple libéré est un peuple harmonieux. Il fait la fête, les grandes fêtes, la célébration, etc. Et ce qui porte atteinte à l'homogénéité du peuple, ça ne peut être que l'agression extérieure et les métaphores médicales, le virus, la contamination, donc la trahison de l'intérieur. Bon. Et on a le même schéma dans la Révolution russe. Finalement, la Révolution est victorieuse. Le prolétariat est naturellement bon une fois qu'il est débarrassé de ses parasites et exploiteurs. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction majeure. Et s'il y a des problèmes, ils viennent de l'extérieur ou de l'extérieur relayés par la trahison interne. D'où la figure, y compris récurrente dans les procès de Moscou, de la trahison. Les agents du Mikado, les hitléro-trotskistes, etc. Puis on a retrouvé ça jusqu'au procès de London, jusqu'au procès de Prague, etc. Bon, voilà. Donc, mais je crois qu'il y a derrière, effectivement, il y a les phénomènes sociaux, mais il y a aussi cette vision du monde. Et il a fallu, finalement, 15 ans d'expérience pour que des gens comme Trotsky et d'autres, pas seulement, en arrivent à l'idée que non, puisque la révolution ne suffit pas à créer une société homogène, eh ben, les différences, y compris les contradictions, doivent pouvoir s'exprimer de manière pluraliste et par l'indépendance de principe des syndicats par rapport au parti et à l'État, et par un pluralisme de la vie politique dans les partis politiques. Mais c'est un cheminement qui a été après coup. Après coup, après... On ne sait, pour être grossier, on ne sait pas si Trotsky, prenant le pouvoir, aurait mis en pratique ça. Voilà. Bon, c'est des si, voilà, on sait pas. Ça, c'est... Bon, si on s'en tient aux positions écrites, en tout cas à partir des années 20, je pense que de l'opposition de gauche unifiée, de 27, probablement... S'ils font ce qu'ils écrivent, oui. Bon, de même, est-ce que Boukharine, est-ce que la NEP conçue par Boukharine, alors, un des grands thèmes d'ailleurs de Moshe Levin, dans les discussions orales avec lui, c'est l'occasion ratée, c'est qu'il aurait pu avoir, au tournant de 27-29,
un accord entre l'opposition de gauche et l'opposition boukharinienne. Oui, parce que Trotsky, finalement, était assez partisan de la NEP. L'idée... Il y avait à ce moment-là des points communs. Trotsky s'opposait à la collectivisation forcée. Il était pour l'alliance avec les paysans, quoi. À ce moment-là, il était pour l'alliance avec les paysans, en disant, bon, il fallait une politique de planification avant, plus active, mais la collectivisation forcée, là, les textes sont probants, hein. En revanche, ça va être un désastre parce que les paysans, finalement, ils vont affamer les villes, tout ça est fait. Et on a eu la catastrophe sociale, effectivement, de l'affaire de l'Ukraine en 1932. Famine, etc. Et en même temps, Daniel, il y a aussi cette hypothèse que sans ça, l'Union soviétique n'aurait pas gagné la guerre, s'il n'y avait pas eu cette truc forcé, brutal, etc. Mais là, il faut revenir à nos points de bifurcation. Alors, l'Union soviétique a gagné la guerre. Elle l'a gagnée au prix fort aussi. C'est un débat entre historiens, hein, en disant oui, mais enfin, combien a coûté au début de la guerre la désorganisation de l'armée rouge, la liquidation en 1938 de Toukhatchevski et de tout l'état-major de l'armée rouge, donc les purges, etc. Alors, en même temps... On peut plutôt dire qu'elle a gagné la guerre malgré le stalinisme. Ben malgré, Non, je ne vais pas pas grâce dire au à cause, stalinisme. mais c'est toute l'ambiguïté. Enfin, pour moi, enfin, d'ailleurs, après chacun ses goûts en littérature, j'aime bien Solzhenitsyn, pas politiquement, hein, mais bon, Pavillon des cancéreux est un grand livre, mais pour moi, quand même, le grand auteur de cette période, c'est plus Vassili Grossman que Solzhenitsyn. Et Vie et Destin, on voit bien que pour lui, Stalingrad est un point de bifurcation, justement. L'idée que finalement, on est à peine 20 ans après la Révolution d'Octobre et que la période des procès, des grandes purges, de la Grande Terreur de 1937 n'a peut-être été qu'un épisode, que la continuité n'est pas totalement brisée, qu'il y a encore en activité des gens qui ont fait la Révolution russe, qui se remobilisent, qui sont mobilisés dans la guerre. Et l'interprétation qu'on a toujours eue, c'est que si malgré effectivement les handicaps créés par les purges, la désorganisation, la liquidation de l'état-major de l'armée rouge, s'ils ont gagné la guerre malgré ça, c'est qu'il y avait un ressort profond de défense malgré tout, Les acquis. nationale et sociale. Bon, la question nationale n'est pas mineure, elle a été beaucoup scénarisée par la filmographie, Ivan le Terrible, etc. Et Staline a beaucoup instrumentalisé ça, mais il y avait aussi le ressort social des acquis de la révolution russe. Enfin, c'est toujours une explication sociale, elle peut être insuffisante, mais je crois qu'elle joue quand même. Hein, pourquoi Cuba a résulté à la baie des cochons, au blocus, etc. C'est qu'il y a derrière un ressort populaire. Alors évidemment, mais ça c'était la contradiction, et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui finalement à Trotsky, paradoxalement, c'est de ne pas avoir rompu assez radicalement avec l'Union soviétique, d'avoir maintenu une position et critique, et en gros il faudrait renverser la caste bureaucratique de l'intérieur, mais en même temps défendre l'Union soviétique contre les dangers justement de renversement international. Bon, c'est généralement la critique qu'ont fait toujours les anards ou les gens comme Castoriadis. Hein, les raisons pour lesquelles Castoriadis a quitté le trotskisme, c'est ça. C'est que quand il disait finalement ce n'est jamais que la fraction en exil de la bureaucratie soviétique. Voilà. Mais il y a eu cette contradiction, cette ambiguïté. Après, comment la résoudre Après, non. Après, il faut prendre position. On ne peut juger qu'après que sur des événements qui sont des tests pratiques. Alors après, c'était soutenir ou pas soutenir le soulèvement de Berlin-Est en 1953. C'était soutenir ou pas soutenir le soulèvement hongrois de 1956. Soutenir ou pas soutenir Solidarnosc en 1980. Bon, voilà. Ou Dubček en 1968. Et Dubček, et au-delà de Dubček, parce que Dubček finalement était face à l'intervention soviétique évidemment, mais était en même temps une aile relativement modérée, mais il y avait derrière un phénomène d'auto-organisation, etc. Nous en 1968,
À l'époque, chacun est devenu d'ailleurs de trajectoires différentes. On avait édité en 1966 la première traduction de la lettre ouverte au Parti ouvrier polonais de Modzelewski et Couronne. Alors Couronne est devenu ministre du Travail sous Walesa ultérieurement. Mais enfin, quand on voit... Modzelewski reste quelqu'un de tout à fait... finalement, oui, tout à fait de gauche. Mais enfin, il y avait ça aussi, c'était de trouver les échos, la critique qu'on pouvait faire du système et du régime soviétique, de ne pas la faire uniquement de l'extérieur, mais d'en trouver les échos de l'intérieur. Alors, des résurgences d'opposition de gauche, on a publié le journal d'un vieux bolchevique, qui est un témoignage très, très émouvant, qui est un militant qui raconte les années 20, le départ en exil, l'enterrement de Yoffé, qui sont des manifestations politiques jusqu'en 27 d'opposition. Et puis après, il y avait les textes à l'époque, Grigorenko, Pliouch, en Allemagne de l'Est, Rudolf Barrow. Bon, après, tous ces gens-là ont suivi les trajectoires, mais il y avait une critique quand même de l'intérieur. Le bouquin de Barrow était un bouquin remarquable. Alors, bon, là, on est entré dans comme ça, les différentes possibilités. Mais si on prend globalement ce qu'était l'Union soviétique entre les deux guerres, si on fait le bilan, c'est quoi? C'est uniquement du négatif, du noir, du... Ça serait peu dialectique. Hein. Non, mais il y a beaucoup de négatifs. Oui. Si on prend le problème d'un point de vue stratégique, alors c'est ça le problème, en fait. Voilà, peut-être qu'il faut le dire comme ça. La difficulté... Il y a deux types d'historiens. Une discussion là-dessus avec Marc Ferraud qui dit ouais, mais bon, un historien, bon, il étudie les documents, il constate, c'est arrivé, bon, il va pas, et on ne refait pas l'histoire. Si on essaie de penser l'histoire en politique, justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment. D'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui en histoire des sciences, ce que les sociologues des sciences appellent le principe de symétrie. Bon, la théorie de Galilée a gagné, mais est-ce que les objections de l'Église étaient complètement connes à l'époque? Pas totalement. Pas totalement, ou la théorie de Copernic, puisque finalement, le mouvement des étoiles est elliptique et pas circulaire. Donc il y avait un bug quelque part dans la démonstration. Donc, le principe de symétrie, c'est quand même questionner ce qui est advenu en fonction des critiques de l'époque et de ce qui aurait pu advenir. Alors, on ne fait pas l'histoire, mais c'est penser stratégiquement l'histoire et non pas comme un fait accompli, inéluctable, etc. Alors, à chaque bifurcation... C'est une fatalité. C'est pas une fatalité. À chaque bifurcation, on perd des possibles. Est-ce qu'il y avait une autre stratégie possible en 21-23, pour moi, c'est d'ailleurs là un concentré passionnant sur la révolution et l'insurrection allemande. Je crois que oui, mais alors après, on remonte, c'est récurrent, on fait des si. Alors, si Rosa Luxembourg n'avait pas été liquidée en janvier 19, si le Parti communiste allemand, au lieu de se créer dans la foulée de la révolution russe, s'ils avaient fait comme les Russes, s'ils s'étaient séparés de la social-démocratie, s'ils avaient pris le temps de construire une ossature militante dès le début de la guerre, au lieu d'être enlisés comme une opposition interne à la social-démocratie pendant toute la durée de la guerre. Bon, donc on peut remonter, mais dire, là il y a eu une opportunité. Est-ce qu'une autre stratégie était possible en Chine en 27? Certainement. Il n'était pas fatal que les communistes chinois finissent dans les locomotives de Shanghai et se subordonnent au Kuomintang. Moi c'est plus le rôle qu'a pu jouer l'Union soviétique entre les deux guerres sur un plan international ou par rapport à la situation. Tu vois, sans... D'un côté, elle a constitué un rapport de force international, bon, et même jusqu'à... C'est pour ça que même les effets de la chute du mur, nous on a eu un débat, je me rappelle, qui s'est résumé par une formule, des camarades qui disaient champagne, enfin le mur est tombé, bon, ça ne peut être que pour le meilleur.
Et Champagne et Alka-Seltzer, parce que même si on n'est pas coupable, les débris du mur, on les prend sur le coin de la gueule aussi, parce que ça structurait aussi des rapports de force, et on voit très vite comment ça a joué tout de suite en Afrique, comment les États-Unis, qui s'abstenaient tant qu'il y avait cet équilibre international, deviennent concurrents de l'impérialisme français en Afrique. Bon, alors, on ne va pas défendre l'impérialisme français contre les autres, mais il y a un redéploiement des rapports de force, évidemment. En Amérique latine, ça s'est ressenti. L'isolement de Cuba s'est accru dans un premier temps. C'est des politiques d'équilibre. Mais là, on est dans les équilibres de diplomatie, pas dans une logique révolutionnaire, mais plutôt comment un jeu d'équilibre internationaux peut permettre... Non, ça a entraîné... y compris le déclin des courants nationalistes laïques dans le monde arabe, etc. Donc il y a des tas de facteurs comme ça en chaîne. D'où ça a structuré des rapports de force internationaux d'un côté, mais il y a maintenant quand même beaucoup de documents sur ce qu'a coûté la subordination à la diplomatie soviétique de la guerre civile espagnole à la reconstruction républicaine, du pacte germano-soviétique, ce que ça a coûté à la Pologne à l'époque, et au mouvement communiste, quand même, comme des orientations. Le parti a perdu la moitié de ses effectifs, et une désorientation au début de la guerre considérable. Bon, donc, quelle est la balance des gains et des coûts? C'est difficile à établir. Alors, en même temps, il n'y a pas de jugement dernier en histoire. Ça, c'est l'avantage. Du coup... on est amené à réévaluer en permanence. Ce qui a pu être positif à un moment donné, on va devoir aujourd'hui le pondérer en disant oui, mais le prix, c'est que ça a compromis durablement une certaine idée du communisme. Bon, et qu'on doit aujourd'hui remonter la pente. L'idée qui est identifiée à l'Union soviétique, et je crois qu'une raison de la crise... voire de la crise d'effondrement pour certains d'entre eux des partis communistes européens dans le monde, c'est leur identification à ça. Ils n'en sont pas sortis. Bon, après, on peut se libéraliser, s'ouvrir, etc. Mais les comptes ne sont pas soldés avec l'histoire. Comment expliquer, par exemple, que le PCF ait lié son sort obstinément à ce point-là, jusqu'au bout, à cette caricature de communisme qui était Il faudrait reprendre, y compris les phénomènes sont complexes. Il y a le rayonnement de l'Union soviétique, il y a l'aspect symbolique quand même le grand espoir, les jours qui ébranlèrent le monde. Bon, enfin, moi, je ne vais pas attendre dans mon autobiographie, mais outre mon grand-père, j'ai un grand-oncle gazé à Verdun, qui était au congrès de Tours, et bon, et l'Union soviétique, c'était la paix aussi. Bon, donc, il s'est greffé autour de ça tout un imaginaire populaire qui a été puissant dans le siècle. On peut pas le sous-estimer. Après, il y a des phénomènes sociologiques. Ça a été aussi une contre-culture populaire, un vecteur de promotion sociale. Enfin, quand je dis, moi, je sens ça, d'abord, mes cousins là, qui étaient ouvriers, à l'époque, il n'y avait pas 80% des gens qui accédaient, ou 60% au baccalauréat, ou 80% au baccalauréat, 60%. Bon, le parti, j'imagine pas seulement en France, a fortiori en Italie, etc., c'est une école, c'est une ouverture à la culture, c'est quelque chose de profond, etc. Il y a la guerre froide qui crée que, bon, on choisit son camp. Alors, bon, je me rappelle, ça doit être dans les années 60, une table ronde d'historiens soviétiques en disant, mais il y avait le fils d'un des généraux liquidés, dont le nom m'échappe, dans les purges de 38, qui était rescapé, mais... Camarade, dans quel camp tu es? Le gars répond, mais je viens du camp de la Colima. Bon, c'est pas, faut choisir son camp. Non, il y en a un troisième qui est celui des. Bon, mais pendant longtemps, l'idée non, il n'y a pas de troisième camp. Il faut choisir son camp. On n'hurle pas avec les loups, etc. était puissante. Et le communisme français avait une relation particulière. Qui est la. Là, c'est intéressant. Il y a une sociologie de la formation des équipes dirigeantes. Et qui fait que la formation c'est plus développé. Il y a beaucoup d'études en Italie sur l'historique et la jeunesse de l'équipe dirigeante du Parti communiste italien. Alors,
peut-être le fait qu'il ait été exilé très tôt, ou partiellement sous Mussolini, a donné peut-être plus d'autonomie, mais après la liquidation successive des équipes dirigeantes, Souvarine, Train, Barbet-Sellor, etc., la direction de Thorez, finalement, elle est stabilisée avec l'intronisation soviétique et une dépendance étroite dès le début. Ce qui s'est passé l'inverse en Chine. En Chine, l'équipe dirigeante qui a été formée d'ailleurs dans les écoles de formation de Moscou, Wang Ming, a jamais réussi à prendre le parti à cause de la longue marche. C'est-à-dire que finalement, la longue marche, Mao a construit une direction intérieure qui a toujours été méfiante envers Moscou en réalité, qui a toujours défendu son indépendance. En France, il y a eu un lien très, très, très fort, y compris matériel. Hein. Ça n'a rien de honteux, mais il y avait les commissaires politiques, il y avait des trucs, bon, il y a la logistique, etc. Donc, et c'est sûrement un des partis qui a été les plus liés, les plus dépendants. Enfin, c'est pas le seul. Bizarrement, quand il y a eu les histoires eurocommunistes, par exemple, même pour des trucs, nous on était un groupuscule dans les années 70 ici, hein, enfin un groupuscule, quelques centaines, voire quelques milliers de militants, mais Santiago Carrillo, à l'époque de la fin du franquisme, venait nous demander à nous les faux papiers que le Parti communiste lui fournissait plus, parce que à cause des tentations eurocommunistes, il n'était plus en odeur de sainteté. Pourtant, il était l'allié du Parti communiste français et du Parti communiste italien. Après. Ça, dans les années 76-78. Mais là, on est déjà plus. On est après la mort de Franco. Mais en 72-73, non. Bon, donc il y a ce lien-là qui tient du symbolique, de l'imaginaire, de l'histoire, une forme de fidélité qui s'est créée, de la réelle politique ou de ce qu'on croit être la réelle politique, et d'une sociologie d'appareil. Il faudrait brasser tous ces facteurs-là. Un peu la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église. Mais enfin, il y en a d'autres, le Parti communiste grec, et c'est celui qui s'en sort le plus aujourd'hui. Mais enfin, qui est extrêmement sectaire, lui. Alors, par exemple, sur la fin, hein, la chute du mur, pour aller vite, toi, tu as été surpris. Attendez, on va changer de question. Bon, tu reprends ta question. On en était à la chute du mur de Berlin. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu avais dit? Non, mais tu avais expliqué déjà, non? Non, mais toi, tu as posé la dernière question. C'était sur la chute du mur. Est-ce qu'on avait été surpris par la chute du mur? Oui, c'est ça. Ah oui. C'est ça qui me demande. Que ça s'effondre aussi facilement, quoi. Aussi, comme un château de cartes, quoi. C'est ça, tu y vas? Tu la reposes. Ça tourne? Ouais. Oui, est-ce que Attends, juste, est-ce qu'il est bien placé, ça? Est-ce que la soudaineté de la chute du mur, enfin, bon, la fin de tout ce système, toi, tu as été comment tu l'expliques? Tu t'y attendais pas, personne s'y attendait, si? Ben, on s'y attend, oui et non. On ne s'attend jamais à un événement. Par définition, un événement, c'est ce qui n'est pas programmable. Donc, il y a toujours un effet de surprise sur la forme, le lieu et l'heure. Maintenant, il n'est pas si surprenant que ça. On avait eu quand même une montée. On pouvait déchiffrer ce qu'avaient été les caractéristiques des mouvements ou des soulèvements ou des révoltes, on les appelle comme on veut, anti-bureaucratiques. Il y en avait quand même toute une séquence. Berlin 53, la Hongrie, la Pologne 56, à nouveau la Pologne dans les années 70 et puis en 80-81. La Tchéco, évidemment, peut-être le plus important. Donc, bon, on pouvait voir ça. Deuxièmement, il y avait quand même des indices d'essoufflement, et ça rejoint finalement la discussion antérieure, c'est que pendant toute une période,
même, disons, à un coût social et humain important, qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, y compris à coup de trick, mais il y a eu un développement en Union soviétique et dans les pays de l'Est, industriel et économique incontestable. Il y a eu une élévation relativement égalitaire dans un certain sens du niveau de vie. Il y a eu des droits sociaux, mais depuis le milieu des années 70, il y avait des indices d'involution. Il y a des indices qui sont généralement considérés comme significatifs. Par exemple, en Union soviétique, l'espérance de durée de vie avait commencé à se réduire. Il y avait des économies qui étaient, notamment l'économie soviétique, qui étaient épuisées par la course aux armements, en partie imposée par le bouclier. Donc, tout ça faisait qu'il y avait quand même un affaiblissement et quelque chose de vermoulu. Que ça s'écroule aussi brutalement, peut-être en Allemagne de l'Est, c'est moins surprenant qu'en Union soviétique, à la limite, hein, où là... Bien que moi, à l'époque, je suivais assez attentivement, j'avais un étudiant qui était très, très philo-soviétique et qui passait toutes les semaines chercher toutes les brochures, tout ce qui pouvait sortir, sous Andropov, sous Gorbatchev, etc. On voyait bien qu'il y avait quelque chose, enfin bon, sous Gorbatchev, c'était devenu évident, entre l'idée d'une réforme qui venait trop tard et qu'il n'y avait plus de légitimité. En même temps... moi, j'étais convaincu à ce moment-là que le scénario qui avait été celui traditionnel, justement, des courants d'opposition de gauche ou dits trotskistes, que on allait voir ressurgir après une parenthèse peut-être longue, mais une parenthèse historique, la culture soviétique ou la culture en Allemagne des conseils ouvriers, etc. Bon, et certains de nos références intellectuelles, un meeting d'Ernest Mandel en janvier 90, après la chute du mur de Berlin à la Mutu, ça a été une grande parenthèse en Allemagne, voilà, les manifestations de Leipzig, nous sommes le peuple, voilà, la révolution des œillets, on revient à Rosa Luxembourg, on dit non, là il se fout le doigt dans l'œil parce que la continuité historique a été rompue, c'est pas vrai. On regarde ce qui se cherche en Union soviétique à l'époque. Personne ne reparle de Boukharine ou de Trotsky. Ça reviendra peut-être à la longue, parce qu'on n'efface pas comme ça un pan de son histoire, mais cette mémoire-là, elle a été coupée. Il y a une discontinuité là-dedans. Alors bon, c'était plus vermoulu qu'on ne l'imaginait, notamment en Union soviétique. Ça oui. En Allemagne de l'Est, peut-être on était peut-être moins surpris, finalement. L'idée que... Alors en revanche, très vite, ce qu'on a vu venir, c'est le basculement. Pour nous, c'était le passage, mais en quelques semaines, du mot d'ordre « nous sommes le peuple ». Nous sommes le peuple, ça veut dire il y a nous et eux. Et eux, c'est quoi? Alors c'est l'appareil, c'est la Stasi, c'est la bureaucratie, on l'appelle comme on veut, mais c'était installer une forme d'antagonisme. Et quand ça a basculé sur « nous sommes un peuple », qui était le mot d'ordre de la réunification allemande, ça veut dire qu'en fait, le renversement de la bureaucratie en Allemagne de l'Est se fait au profit d'une réunification de la grande Allemagne capitaliste. Bon, d'où le binôme Champagne-Alka-Seltzer. D'un côté, bon, il fallait que ça finisse parce que ça ne pouvait plus durer et que finalement ça ouvre un nouveau champ de possibilités, mais en même temps, on n'a pas fini d'en payer le prix. Nous inclus, hein, on peut avoir été critique, oppositionnel, etc., mais... Et alors après, évidemment, ça induit une certaine vision du moment présent. C'est que c'est le tout début d'une reconstruction de quelque chose.